Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du professeur Jeffrey Sachs pour aborder certains des bouleversements économiques. Comme nous le voyons maintenant, Trump s'est vraiment engagé à fond dans ses tarifs douaniers. Et je ne suis pas sûr dans quelle mesure ils sont destinés à choquer le reste du monde dans le cadre d'une tactique de négociation pour renégocier les accords commerciaux de l'Amérique, ou s'ils visent à protéger les industries nationales à long terme. Comment comprenez-vous ces tarifs douaniers? Et quelles pensez-vous être les conséquences plus larges pour le commerce mondial? Et en disant cela, je suis conscient que ce n'est pas une question très juste, étant donné que c'est assez inédit. Il est donc très difficile de faire des prédictions. Je pense que c'est vraiment du protectionnisme, pas seulement une tactique de négociation. C'est du protectionnisme sur une base totalement erronée. C'est essentiellement la décision d'une seule personne. Ce n'est pas une décision du Parti républicain. Cela ne vient pas du Congrès. Ce n'est pas le reflet de la communauté des affaires. Ce n'est pas le reflet des groupes d'intérêt autour du président. Cela semble, autant que nous pouvons en juger, être une décision du président Trump. Le président Trump croit, à tort, que les déficits commerciaux des États-Unis sont le reflet d'une injustice dans le reste du monde et que les déficits commerciaux doivent être comblés. Les déficits commerciaux ne sont pas une mesure d'injustice, ni directement, ni indirectement. Ils mesurent les dépenses importantes de l'Amérique par rapport à ses revenus. Et cela reflète économiquement les grands déficits budgétaires aux États-Unis, plus que toute autre chose. Nous avons un déficit budgétaire d'environ 7% du PIB. Cela signifie que le gouvernement américain emprunte massivement pour transférer de l'argent au secteur privé ou à l'économie nationale, ce qui conduit à des dépenses excessives. C'est comme si le gouvernement fédéral était la carte de crédit du pays, et nous accumulons notre dette de carte de crédit. Ainsi, Trump interprète cela comme une injustice. Il regarde et dit, eh bien, si la Chine a un excédent commercial, elle nous trompe. C'est une pensée extrêmement primitive. Et la question se pose, comment les États-Unis peuvent-ils être dans un état politique aussi primitif où les idées d'une seule personne, surtout des idées erronées, s'appliquent? Et c'est une question connexe. Ma réponse est que notre système politique est profondément corrompu. Le Congrès s'intéresse principalement au financement des campagnes et le système a été progressivement envahi par l'État sécuritaire. Ainsi, la législation est jonchée des pouvoirs d'urgence du président et Trump invoque les pouvoirs d'urgence pour exécuter ses décisions personnelles à ce sujet. Maintenant, si je fais le bilan, je conclurai en disant que les politiques n'ont aucun sens. Je ne pense pas qu'elles soient principalement un moyen de négociation. Je pense qu'il s'agit principalement des fantasmes économiques d'une personne en particulier. Le fait qu'une seule personne puisse le faire est un échec politique majeur des États-Unis. Cela ne reflète pas les intérêts des entreprises américaines. Ainsi, les entreprises américaines pourraient se révolter. Nous entendons déjà des personnalités du monde des affaires s'opposer à ce que fait Trump. C'est quelque chose de nouveau, car ils considèrent Trump comme leur agent pour de nouvelles réductions d'impôts. Mais il est en train de ruiner l'économie américaine. Et Trump a détruit 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en seulement 2 jours. Cela ne rend pas plus heureux les gestionnaires de fonds spéculatifs qui ont soutenu l'élection de Trump. C'est quelque chose qui va à l'encontre de leurs intérêts. Même certaines personnes au Congrès commencent à s'agiter disant « Hé, nous avons une constitution. Les tarifs douaniers sont de notre responsabilité, pas celle du président. Nous avons également un système judiciaire aux États-Unis qui pourrait très bientôt statuer lorsqu'une affaire sera portée,
que ces tarifs sont illégaux parce qu'ils sont basés sur une déclaration d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence. Donc Trump a inventé une urgence pour invoquer des pouvoirs d'urgence, et les tribunaux pourraient également annuler cela. Donc dans l'ensemble, des actions très désagréables et irrationnelles qui ont été profondément déstabilisantes en seulement quelques jours pour le monde. Elles n'ont pas de sens. Elles ne sont pas pour l'Amérique d'abord. C'est une politique perdant-perdant. Eh bien, il est certain que les marchés boursiers du monde entier réagissent assez négativement à cela. Mais comment voyez-vous l'impact plus large sur le commerce mondial? Par exemple, il y a actuellement des discussions sur le fait qu'une grande partie des exportations chinoises pourrait être largement dirigée vers l'Europe. Les Européens pourraient alors réagir avec leurs propres tarifs pour protéger leurs industries. Pensez-vous que cela pourrait éventuellement dégénérer, déclenchant des guerres commerciales mondiales plus larges, ou êtes-vous plus optimiste? C'est une question très bonne et très importante. Bien sûr, c'est une perspective très incertaine pour toutes les raisons que je viens de mentionner, car ces politiques peuvent s'avérer de courte durée pour une raison ou une autre. Mais la bonne réponse pour le reste du monde est de dire que nous allons avancer sur le commerce ouvert sans les États-Unis. Donc si les esprits rationnels prévalent, ils diront que les États-Unis ont marqué un but contre leur camp, un but assez désastreux, mais cela ne ruine pas le commerce pour le reste d'entre nous. Mais ce que vous proposez est une sorte d'effet domino, où les actions des États-Unis déclenchent des changements dans le commerce, qui mènent ensuite à un protectionnisme unilatéral supplémentaire. Et si l'Europe devait élever des barrières contre la Chine, nous aurions une cascade descendante dans l'économie mondiale. Cela est familier dans l'histoire économique d'ailleurs, dans les années 1930. C'était une mesure tarifaire aux États-Unis, le tarif Hawley-Smoot ou le tarif Smoot-Hawley, selon le congressiste que l'on met en premier, qui a été voté en 1930. Elle a initié une série d'augmentations tarifaires protectionnistes dans le monde entier au début des années 1930, ce qui a conduit à un déclin cataclysmique du commerce, exacerbant considérablement une crise bancaire sous-jacente qui a culminé en une grande dépression prolongée et le prélude à la Seconde Guerre mondiale. Donc si l'on regarde l'histoire, les États-Unis ont commencé le dernier effondrement commercial de ce type avec une augmentation tarifaire, celle votée par le Congrès. Et la question est de savoir si la même chose se produira maintenant. J'espère que les Européens sont plus intelligents que de simplement imposer de nouveaux tarifs. J'espère que les Chinois et les Européens négocient pour comprendre que l'Europe devrait exporter ce qu'elle aurait exporté aux États-Unis maintenant vers la Chine, et que la Chine peut exporter ce qu'elle aurait exporté aux États-Unis, en partie vers l'Europe, en partie vers l'ASEAN, en partie vers l'Inde et en partie vers d'autres pays. Une bonne nouvelle ces dernières semaines est que la Chine, le Japon et la Corée, au niveau diplomatique élevé, ont intensifié leur diplomatie et appelé à une normalisation accrue des relations et à une réduction des tensions. De même, la Chine et l'Inde ont ces derniers mois au moins abordé les questions frontalières qui ont tourmenté la relation. Et les dirigeants de la Chine et de l'Inde ont déclaré que nous devons évoluer vers des relations solides entre nous. Ce sont deux bons signes. Mais ce que vous soulignez, les relations commerciales entre la Chine et l'Europe, est particulièrement important. Eh bien, cela entraîne beaucoup de bouleversements économiques, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Qu'est-ce que cela signifie pour les devises ou le dollar américain? Voyez-vous de plus grandes difficultés dans les semaines et mois à venir, ou cela ne doit-il pas nécessairement être affecté à ce point?
Encore une fois, je sais que l'idée de réduire le déficit et de réindustrialiser suggérerait que cela ne ferait que renforcer le dollar. Mais en supposant que ces tarifs ne se déroulent pas comme Trump l'a prévu, que voyez-vous se passer pour le dollar américain? Nous voyons déjà dans les premiers jours que l'effet habituel de valeur refuge du dollar, où en période d'insécurité les gens se ruent vers le dollar, ne se produit pas actuellement. C'est le contraire qui se produit. Les gens quittent le dollar s'affaiblit. Je pense que la confiance dans l'économie américaine, la confiance dans le leadership politique américain et la confiance dans le dollar ont toutes été affaiblies par les événements de la semaine dernière. En général, j'ai soutenu que la prééminence du dollar dans le système international va de toute façon décliner de manière significative au cours des 10 prochaines années. Tout comme nous sommes passés à un monde multipolaire, nous nous dirigeons, je crois, vers un monde multi-devises. Il y a de nombreuses raisons à cela. L'une d'elles est le déclin progressif sous-jacent des États-Unis dans l'économie mondiale. La montée de la Chine, de l'Inde et d'autres nations signifie que le poids des États-Unis dans le système mondial diminue. Et cela signifie que le poids du dollar tendrait également à diminuer. Une deuxième raison est technologique. Le système de paiement basé sur le dollar américain est spécifiquement un système interbancaire qui est en fait assez dépassé. C'est le système SWIFT. Ce n'est en aucun cas une technologie de pointe. Et l'idée de passer à un système de monnaie numérique basé sur une banque centrale est susceptible de se concrétiser simplement en raison du changement technologique. La troisième raison est la géopolitique. Les États-Unis ont militarisé le dollar, notamment en saisissant réellement la Belgique via Euroclear, en saisissant 300 milliards de dollars de réserves de change russes. Mais les États-Unis ont été à l'origine de plusieurs saisies de réserves de change ces dernières années. Venezuela, Russie, Afghanistan, Iran, Corée du Nord. Et cette militarisation du dollar est certainement une bonne raison de ne pas conserver votre monnaie, vos devises, vos réserves de change en dollars. Maintenant, il y a un autre point qui est que les États-Unis ont utilisé le système de règlement basé sur le dollar pour appliquer d'autres types de sanctions également. Ce n'est donc pas seulement la saisie de dollars, mais les sanctions secondaires où les États-Unis disent à des pays tiers « ne commercez pas avec la Russie », par exemple, qui sont appliquées par le système SWIFT. En d'autres termes, si une banque dans un pays tiers fait des affaires avec une entité russe, cette banque est alors punie ou potentiellement sanctionnée en ce qui concerne son accès au système de règlement interbancaire en dollars. Cela incite également les pays des BRICS à passer à des règlements non libellés en dollars. C'est un peu délicat. Ils doivent établir de nouvelles institutions, des banques spécialisées, par exemple, qui n'ont pas d'exposition au dollar, qui n'utilisent pas SWIFT, afin de ne pas être soumis à des sanctions. Mais dans l'ensemble, utiliser des règlements non libellés en dollars n'est pas un phénomène hautement ésotérique. Ce n'est pas quelque chose qui dépasse la portée d'une ingénierie monétaire simple. Et tout cela signifie que le dollar, à mon avis, jouera un rôle significativement moindre dans 10 ans. Maintenant, dire cela a aussi des ramifications géopolitiques, bien sûr, car les États-Unis ont bénéficié de plusieurs manières de la prééminence du dollar. La capacité d'emprunter à des taux d'intérêt bas et apparemment de manière inépuisable auprès du reste du monde en est un exemple. La capacité d'appliquer des sanctions et d'utiliser des pressions de politique étrangère en est une autre. Et ces deux capacités sont susceptibles de diminuer, sinon de disparaître.
Eh bien, vous avez mentionné les sanctions, parce que bien sûr, ces tarifs ne surgissent pas de nulle part. Cela s'ajoute à la coercition économique croissante. Maintenant, on peut dire que cela vise le secteur technologique chinois, mais aussi la légalisation du vol des fonds russes ainsi que des fonds souverains d'autres pays. Eh bien, nous voyons que cela se produit maintenant. Trump semblait initialement conscient qu'il était important de reconstruire la confiance dans le système financier centré sur les États-Unis. Mais maintenant que les négociations ne se déroulent pas aussi bien qu'il l'espérait en Ukraine, nous voyons l'administration Trump menacée de sanctions contre la Russie, y compris des sanctions secondaires, visant effectivement quiconque dans le monde qui commercerait avec la Russie. C'est assez sévère, étant donné que la Russie détient une part très importante dans le commerce international de l'énergie. Mais alors que la connectivité économique continue d'être militarisée, comment voyez-vous la Chine réagir à tout cela? Parce que la situation ne semble pas stable. Elle se dégrade, du moins, il me semble, assez rapidement. Alors comment les Chinois réagissent-ils à cela, étant donné qu'ils seraient le principal rival de l'économie américaine? Je pense que la Chine essaye de maintenir le système international. La Chine ne menaçait pas directement le rôle des États-Unis dans le système, par exemple. La Chine ne s'est pas précipitée pour dire « utilisez le renminbi plutôt que le dollar », bien au contraire. La Chine a été hésitante et lente à internationaliser le renminbi et à ouvrir les marchés de capitaux chinois. Cela dit, la Chine voit aussi que se fier simplement au système actuel ne fonctionne pas. La Chine elle-même est l'objet de nombreuses sanctions, de nombreuses pressions, de nombreuses politiques de confinement brutales des États-Unis pour, d'une certaine manière, mettre des bâtons dans les roues, devrais-je dire, du système chinois pour arrêter la montée de la Chine. Rien de tout cela ne fonctionne. Je soulignerai que la Chine sait que le système actuel est un système hostile des États-Unis et non un système neutre. Ainsi, la Chine prend des mesures avec précaution dans son mode habituel à travers ses propres politiques nationales, en développant un renminbi numérique et en ouvrant progressivement les marchés de capitaux au reste du monde de manière très graduelle et méthodique. Elle prend également des mesures par le biais des BRICS pour développer des paiements non libellés en dollars, parce qu'elle sait que beaucoup des BRICS en ont absolument besoin, et que la Chine elle-même est vulnérable aux pressions américaines. La Chine a progressivement, non pas de manière spectaculaire, mais progressivement diversifié ses réserves de change en s'éloignant du dollar et en augmentant ses avoirs non libellés en dollars de diverses sortes. C'est donc une autre affaire. Tout cela est maintenant dramatiquement accéléré par Trump. Trump étant surmultiplié dans l'ingérence américaine dans le système international. Et je pense que nous allons voir beaucoup de diplomatie dans les semaines à venir, ou peut-être ne pas la voir. Elle se déroulera en coulisses par la Chine et d'autres pour essayer de maintenir un environnement stable. Le fait que les marchés boursiers asiatiques chutent à nouveau montre qu'il y a des enjeux très élevés dans cette affaire. Et je ne pense pas que la Chine restera les bras croisés. Je pense qu'elle essaiera de développer des alternatives stabilisatrices. Vous avez mentionné la pression économique, mais bien sûr, il y a aussi la pression militaire. Nous avons appris du New York Times à quel point les États-Unis ont été profondément impliqués dans la lutte militaire contre la Russie, surtout depuis 2022, mais aussi maintenant en menaçant de bombarder l'Iran, ainsi qu'en intensifiant la pression contre la Chine. Étant donné ce que vous avez décrit se passant en Asie du Nord-Est, entre les Coréens, les Japonais et les Chinois, voyez-vous une restructuration plus large du système international en raison de la pression militaire et économique?
Ou avez-vous constaté des développements tangibles? Or have you seen any, tangible developments? Mon point de vue est que les États-Unis surestiment énormément leur position, que Biden et Trump ont tous deux des visions grossièrement exagérées du pouvoir américain. Tous deux, à leur manière, pensent que l'Amérique domine encore le monde, peut menacer le monde, peut déterminer les politiques mondiales et peut fixer l'agenda. Je pensais que Trump avait un peu plus de réalisme, du moins en ce qui concerne l'Ukraine. Il reste à voir s'ils sont assez intelligents pour trouver une issue à cette situation. C'est un peu décevant ces dernières semaines que ce qui semblait commencer dans la bonne direction montre tous les signes typiques de la naïveté, de l'ignorance et du manque de compréhension de base des États-Unis sur ce qu'il faut faire. Dans d'autres domaines, Trump pense que le dollar américain est roi. Il pense que le marché américain est roi. Il pense que le régime de sanctions est roi. Il pense qu'il peut avoir le Groenland, le Canada ou le Panama sur simple demande. En ce moment, il y a une grandiosité dans la pensée de Trump sur le pouvoir américain, ce qui est extrêmement dangereux parce que c'est délirant. Et les délires mènent au désastre. Donc c'est une période très tendue en fait. Eh bien, professeur Sachs, je sais que vous êtes très occupé, donc je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Merci beaucoup pour votre temps. Je l'apprécie. C'est toujours un plaisir, et nous le referons bientôt, j'espère. Merci. Thanks.